Le 13 juillet 2024, cette photo fait le tour des réseaux. Une personne vient d'essayer d'assassiner Donald Trump. La balle le frôle mais ne l'atteint pas. Il survit et veut le montrer. Point levé devant les caméras, il s'affiche en héros qui ne craint pas la menace. Pourtant menace il y a, puisque 2 mois plus tard, il est la cible d'une seconde attaque présumée. Mais pourquoi cherche-t-on à le tuer? Qui veut la peau de Donald Trump? America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Nous sommes le dimanche 15 septembre, peu avant 14h. Donald Trump se trouve sur son parcours de golf, le Trump National Golf Club de West Palm Beach. Oui, parce que le gars a son propre golf, bien sûr. Un des agents des services secrets qui l'accompagne remarque à travers la clôture le bout du canon d'une arme. Bon, il est à 500 mètres de lui, mais les agents ouvrent le feu et le suspect prend directement la fuite. Il est finalement arrêté. Mais au moment de cette vidéo, rien n'indique que l'homme ait ouvert le feu avant d'être interpellé et ses motivations restent encore inconnues. Même si, qu'on se le dise, Oncle Picsou ne semble pas vraiment être sa came. Par contre, à peine 2 mois avant ça, un autre tireur est bien décidé à le mettre 6 pieds sous terre. Nous sommes le 13 juillet, Trump organise un meeting en Pennsylvanie, il est peu après 18h, le soleil tape. Et là tout d'un coup, un bruit sec retentit. Donald Trump met sa main sur son oreille droite qui semble être touchée et tout de suite après, 2 autres détonations. Trump se met au sol et plusieurs agents des services secrets l'entourent. Très rapidement, le tireur est abattu. Et ça y est, Trump vient d'échapper à la mort sous le feu des caméras. Et en bon showman qu'on le connaît, au moment où ses agents veulent l'évacuer, le gars lui ne perd pas du tout le nord, au contraire, son instinct politique reprend très vite le dessus. Puis juste après ça, il se relève légèrement décoiffé, ça change pas trop d'habitude j'ai envie de dire. Il serre le poing vers le public et crie « Fight! Fight !» Alors ça, c'était les 2 dernières tentatives qui concernent DT. Mais des tentatives d'assassinat et des assassinats sur des ex-présidents, des présidents ou même des candidats à la présidentielle, à vrai dire, il y en a eu blindé. Effectivement, tirer sur des présidents, c'est un peu un sport national là-bas. D'ailleurs, le Congrès américain en a même dressé une liste. Le premier, c'est Abraham Lincoln. Alors lui, pour comprendre le contexte de sa mort, il faut quand même que je vous donne 2-3 petites informations. Abraham Lincoln, on le connaît pour avoir aboli l'esclavage. Mais il faut savoir qu'en 1860, quand il arrive au pouvoir, le pays est hyper divisé. Tu as le sud du pays qui dépend beaucoup de l'esclavage et qui veut donc continuer à le pratiquer, tandis qu'au nord, c'est le contraire. Eux veulent stopper son expansion. Alors quand Lincoln est élu, plusieurs États du sud font sécession. En gros, ils veulent devenir indépendants vis-à-vis du nord. C'est à ce moment-là, en 1861, que débute la guerre de sécession qui oppose donc les États du Nord, les États de l'Union, aux États du Sud, les États confédérés. Cette guerre prend fin en 1865 sous la supervision de Lincoln avec la défaite des confédérés. Et si je vous explique tout ça, c'est parce que seulement quelques jours après cette victoire, le 14 avril 1865, Lincoln se fait tirer dessus par John Wilkes Booth, un sympathisant des confédérés et fervent opposant à l'abolition de l'esclavage. Abraham Lincoln succombera à ses blessures le lendemain, le 15 avril 1865. Il y a ensuite eu les présidents James Abraham Garfield, assassiné en 1881, et William McKinley, tué en 1901. Mais s'il y a bien un assassinat de président américain qui a marqué les esprits, c'est celui de John Fitzgerald Kennedy, a.k.a. JFK. JFK pour les Français. 2 ans à peine après son élection en tant que président, il est assassiné le 22 novembre 1963 lors d'une visite à Dallas, au Texas. On a tous déjà vu ces images de ce fameux cortège en voiture à Dallas. Et la personne accusée de son meurtre s'appelle Lee Harvey Oswald. C'est un ancien tireur d'élite amoureux du communisme. Il rejetait la politique américaine dominante de son époque et il avait une fascination pour les mouvements révolutionnaires. Mais ça, ce n'était que les assassinats, parce que près d'1 tiers des présidents américains ont été victimes de tentatives d'assassinat. Bon les gars, je vais pas tout vous détailler, mais je vous mets le lien de la liste du Congrès en description. Bon là, on a fait un bond dans le passé. Mais pour revenir à Donald Trump et comprendre pourquoi il est ciblé par ces attaques, il faut s'intéresser à son personnage et à son histoire. Ça, c'est Donald Trump quand il était enfant. On aurait presque envie de lui pincer les joues, n'est-ce pas? Et c'est lui-même qui a partagé cette photo sur Facebook en 2013, avec un commentaire, si je puis dire, assez ironique. Qui aurait cru que cet enfant innocent deviendrait un monstre? Donald Trump est né le 14 juin 1946 à New York. Son père est un promoteur immobilier assez prospère. Trumpy a donc grandi dans un milieu très aisé, ce qui va lui donner ce statut et cette image de privilégié dès la petite enfance. Après ses études, il rejoint le business de papa et dans les années 70, il fait fortune via des gros
projet immobilier. C'est le début de la création d'un énorme empire. Même s'il a eu quelques difficultés financières suite à des faillites dans les années 90, Donald Trump incarne donc le businessman par excellence, capitaliste, arrogant et bling-bling qui ne pense qu'à l'argent. Et ça, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est en 2015, quand il décide de se lancer en politique et annonce sa candidature à la présidentielle, qu'il commence vraiment à faire peur à une partie de la population. Si son populisme séduit un certain électorat, il inquiète aussi beaucoup. Faut dire que ses propositions politiques sont plutôt radicales. Comme celle de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis pour bloquer l'immigration illégale. Puis après, il y a plein d'autres exemples. Quand il était président, il a mis en place le Muslim Ban, c'est-à-dire qu'il a interdit aux ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer aux USA. Il a aussi eu des positions climato-sceptiques ou encore suspendu des fonds fédéraux qui étaient destinés à des ONG qui soutenaient l'avortement. Tout ça, ce sont des positions politiques qui lui ont valu de nombreuses critiques et pas mal d'ennemis. Certains l'accusent même d'être aux mains des Russes. D'ailleurs, si tu regardes un petit peu le profil de Ryan Wesley Ruth, l'homme que l'on soupçonne d'avoir voulu tirer sur Trump le 15 septembre, tu apprends que le gars était un pro-ukrainien, là où Trump, lui, a toujours affiché un soutien clair à la Russie de Vladimir Poutine. Ça, c'était pour le parcours et les idées de Donald Trump. Mais c'est aussi le contexte actuel particulièrement tendu des États-Unis qui permet d'expliquer les attaques contre lui. Juste après la dernière attaque contre Trump, Joe Biden, l'actuel président, a déclaré « La violence politique n'a pas sa place aux États-Unis ». Alors je me demande s'il le fait exprès ou si c'est juste un de ses énièmes trous de mémoire. Puis Papy Joe a sans doute aussi oublié qu'il y a environ 400 millions d'armes à feu en circulation aux États-Unis pour 330 millions d'habitants. Je sais pas si vous réalisez, mais ça fait quand même 120 armes pour 100 personnes. Ce qui fait des States le pays avec le plus grand nombre d'armes à feu par habitant. Alors, si ces armes restaient dans leur étui ou dans les stands de tir, ma foi, pourquoi pas? Chacun ses loisirs, les gars. Sauf que si tu regardes bien, rien que pour l'année 2023, on est à 48 000 morts par arme à feu. Ça fait un peu plus de 5 morts par heure. Voilà. Je pose ça là, je dis ça comme ça. Et dans ce contexte où la violence règne, où les tueries de masse subsistent, la période électorale est un moment charnière. Les prochaines élections présidentielles, c'est le 5 novembre 2024. Cette élection opposera Kamala Harris à un certain Donald Trump. Alors dans les mois qui précèdent, ceux qui pensent qu'il suffit d'appuyer sur la gâchette d'une arme pour régler tous les problèmes, franchissent le pas. Effectivement, le fait que la violence soit omniprésente dans les chiffres comme on l'a vu, mais aussi dans les discours, ça pousse ces gens à passer à l'acte. Trump lui-même est violent. Pardi. Bon, plus sérieusement, il est surtout violent dans ses propos. Lors de ses interventions, il n'arrête pas d'utiliser un langage violent et provocateur, non seulement à l'égard de ses adversaires, mais aussi de certaines communautés comme les minorités ethniques et les immigrés. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets. Et je vous parle même pas de son discours sur les femmes. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. Et comme le disait ce bon vieux Hubert dans La Haine... La haine attire la haine. Ben oui, bien évidemment, ces discours bourrés de stéréotypes et de généralisations nourrissent des tensions sociales et raciales. Trump a clairement fait de la colère son cheval de bataille politique. Il a même, d'une certaine façon, réussi à rendre légitime la violence aux yeux de ses partisans. Rappelez-vous simplement l'assaut du Capitole. Après sa défaite à l'élection présidentielle en novembre 2020, Trump a affirmé à plusieurs reprises, sans preuve bien évidemment, que l'élection avait été truquée et que c'était lui le véritable vainqueur. Alors, le 6 janvier 2021, lors d'un rassemblement à Washington, D.C., il a encouragé ses partisans à marcher sur le Capitole pour protester contre les élections et il leur a demandé de se battre comme des diables. Ce style direct mais aussi conflictuel qu'a Donald Trump, ça contribue à une atmosphère de division et d'intolérance. C'est d'ailleurs pourquoi certains anti-Trump s'accordent à dire que finalement, ces fusillades ne sont que le fruit de toute cette haine qu'il a semée. En gros, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il a bien cherché, quoi. Et devant la Convention nationale républicaine à Milwaukee, un manifestant a même érigé Thomas Matthew Crooks, le tireur du 13 juillet, en héros américain, expliquant qu'il s'était dressé contre la dictature. Et de l'autre côté, les partisans de Donald Trump, eux, s'indignent et affirment que c'est justement la diabolisation constante de leur candidat qui a rendu possible une telle chose. À vrai dire, on ne peut pas vraiment nier les multiples attaques du camp adverse, remettant en cause l'intégrité de Donald Trump. Le 28 juin, Joe Biden a écrit sur X que Trump était une véritable menace pour cette nation, une menace pour la liberté, pour la démocratie, pour tout ce que l'Amérique représente. En décembre, le Washington Post a publié un article intitulé « Oui, on peut comparer Trump à Hitler ».
Un peu border, hein. Le 7 juillet, le New Republic a choisi un dessin de Trump en Hitler pour sa couverture. Bon, à force de qualifier Trump d'apprenti dictateur, on pourrait se demander si effectivement ils n'ont pas fourni des arguments en or à tous ceux qui rêvent de l'éliminer. En tout cas, aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que les États-Unis sont plus divisés que jamais entre ces deux grands partis, les républicains et les démocrates, dont les positions politiques sont diamétralement opposées. Au sein de la population, ça se traduit par des citoyens et même des élus qui deviennent de plus en plus extrêmes, avec de moins en moins de place pour le compromis et la modération. Bien que nos deux tireurs cherchaient certainement à mettre fin aux ambitions politiques de Trumpy, il se pourrait bien qu'il lui ait filé un véritable coup de pouce. Puisque déjà après la première attaque, Dodo, oui, c'est son petit surnom, est devenu une sorte de figure religieuse aux yeux de certains. Il a d'ailleurs lui-même écrit rapidement sur les réseaux que Dieu seul avait empêché l'impensable de se produire. Et alors la réaction de Trump juste après l'attaque nourrit cette image du pain béni, du pain béni. Il se relève le visage ensanglanté, levant le poing en l'air sous un drapeau américain flottant au-dessus de lui. C'est une scène de film, le bail. Et le fait que tout ça se soit passé au moment où Biden ramait dans sa campagne entre ses problèmes de santé, ses confusions et ses trous de mémoire à répétition, ça a marqué encore plus le contraste avec Trump qui, lui, a réussi à contrer la mort. Alors cette deuxième tentative d'assassinat survenue le 15 septembre pourrait bien venir renforcer ce statut de victime et de héros. Il a d'ailleurs très vite posté un message allant dans ce sens. « Je suis en sécurité, je ne me rendrai jamais !» Donc au-delà des questions qui se posent sur sa sécurité, cette seconde attaque pourrait l'aider à remonter dans les sondages face à Kamala Harris qui, selon une étude menée après leur débat, montre que Madame Harris est en tête avec 6 points d'avance. Et jusque-là, entre Kamala et Trump, ça se pétend encore. Ça va être serré. C'est l'événement parfait pour appuyer sa rhétorique du martyr et tenter de faire remonter sa cote de popularité. En 1981, c'est Ronald Reagan qui survit à une tentative d'assassinat. Et elle sera très vite suivie d'une montée dans les suffrages de 60 à 73% pour Reagan. Alors peut-être que Trump était à 1 mm d'être tué, mais peut-être aussi qu'il pourrait être à 1 mm de gagner. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que Donald Trump va redevenir président des États-Unis ? Dites-moi quoi en commentaire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille.